Sport and People News est extrêmement heureux d'accueillir pour la deuxième fois Madame Isabelle Petitjean-Stegner, auteure, docteur en musicologie et spécialiste mondiale reconnue de Michael Jackson. Pour ce numéro exceptionnel, Tac au Tac vous plonge dans l'univers artistique du King of Pop et vous en dévoile ses secrets de création. Merci Madame Petitjean-Stegner d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de me recevoir, c'est un plaisir et un honneur. Merci à vous. D'où vient la voix de Michael Jackson? J'ai envie de dire d'emblée de son cœur, de son âme, et bien sûr elle vient aussi de particularités physiques, physiologiques, elle vient d'une communauté, elle vient d'une époque, elle vient d'un idéal. En tout cas, c'est plus qu'un organe et un moyen d'expression, c'est vraiment quelque chose qui est original, qui est unique et qui sublime un petit peu la fonction première de la chose. Alors, à quel âge Michael Jackson a véritablement compris que sa voix était l'un de ses plus grands atouts? Je crois que c'est vers l'âge de 5 ans, à l'école primaire, lors d'un spectacle où il a chanté un chant, un cantique, et il a vu que les réactions sur les visages étaient vraiment bluffées. Sa maman aussi, bien sûr, qui l'a entendu et qui a essayé de convaincre son père de dire il faudrait quand même que tu l'écoutes, parce que c'était Jermaine qui était censé être le leader. Donc il a vu dans le regard des gens très petits que sa voix faisait un effet et il a compris qu'il avait là quelque chose, un talent qu'il fallait exploiter. Alors, je vous pose la question parce que j'avais récemment parlé dans une conférence de l'exemple de la chanson Who's Loving You, qu'il interprète à 11 ans et déjà Smokey Robinson était déjà impressionné par sa performance. Tout à fait, il avait une maturité d'expression qui était incroyable. Oui, on dit que Smokey Robinson avait même demandé ses papiers, il était persuadé qu'il était beaucoup plus âgé que l'âge qu'il avait. Et sa particularité à Michael est qu'il était vraiment une éponge. Je crois qu'aujourd'hui, on dirait facilement que c'est un hypersensible, peut-être même un HPI, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui avait une faculté d'empathie, d'imprégnation des émotions qui fait que c'était pas simplement de l'imitation. Il y avait un vrai ressenti à la base, une vraie émotion, une vraie vulnérabilité déjà très jeune. Comment décrivez-vous son timbre de voix? Ça dépend des époques. Il y a un timbre de voix globalement qui s'est maintenu en tout cas dans une certaine pureté. On a tendance à en parler comme d'une voix angélique. C'est vrai qu'il a une voix qui peut être très cristalline, qui peut être très douce et feutrée. Une voix qui donne un peu des frissons, qui est délicate. Et lorsqu'il veut lui donner de la force, il est obligé d'y accoler un timbre rauque, parce que sinon ça ne marche pas. Donc c'est vraiment son recours à lui, en plus de la puissance, mais c'est une vraie palette de peintre en fait. Mais si on devait en dégager une constante, je dirais la pureté, la transparence et le côté cristallin. Alors, dans une conférence aussi, vous avez déclaré que Michael Jackson aurait pu sortir un album d'opéra en français. Quelle est donc sa tessiture vocale? Alors dans la pop musique, c'est un petit peu artificiel de classer les voix. On a tendance à lui attribuer un timbre de ténor, ce qui est vrai, avec une capacité à descendre comme baryton, haute contre, mais en vrai, ça ne s'applique pas à la musique pop. Maintenant, si effectivement il avait dû chanter de l'opéra, il aurait été ténor léger. Sachant que la tessiture vocale, c'est si vous voulez, le placement de la voix où on est le plus à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas capable de chanter plus grave, parce qu'il descendait vraiment bien plus grave qu'un ténor, même qu'un baryton, et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de chanter plus aigu. Mais on va dire que le registre dans lequel il était le plus à l'aise était celui de ténor, si on veut vraiment le classifier de cette manière-là. Vous avez même évoqué falsetto à un moment donné. Oui, c'est ça, c'est-à-dire une voix de fossé, une voix de tête qu'il était capable de timbrer, de pousser, sans forcément qu'on distingue la différence avec ce qu'on appelle la voix de poitrine, parce que la petite fracture qu'on entend généralement chez les gens et qui fait qu'en voix de tête, la voix s'efface ou s'avale un peu, lui, il avait été capable de la travailler pour la pousser en avant et donc de ce qu'on appelle le passaggio, de vraiment le niveler. D'accord. Ces prédispositions pour le chant sont-ils un don, un travail quotidien ou la symbiose des deux? La symbiose des deux. Il y a vraiment un don à la base, des facilités, comme je vous le disais, une capacité de mémorisation, de restitution, mais aussi quelque chose dans l'émotion qui fait qu'il était capable d'en faire, de s'accaparer et d'en refaire autre chose. Et pour ça, bien sûr, il y avait beaucoup de travail.
Le travail, dans un premier temps, c'était certainement beaucoup l'écoute des autres, la répétition des autres. C'était à Motown d'assister aux enregistrements, de s'imprégner de tout ça. Parce qu'en réalité, le travail vocal technique, il ne l'a commencé qu'en 1979, donc à l'âge de 21 ans, quand il a commencé à travailler avec Quincy Jones sur Off the Wall. Mais jusque-là, en réalité, il n'avait vraiment pas pris de cours de chant auparavant. C'était simplement de l'imprégnation et un placement de voix naturellement bien, qui lui a permis de passer la fameuse période de la mue sans trop de casse, parce qu'il a continué à enregistrer tout le temps. Or, beaucoup d'enfants à l'âge de la mue arrêtent de chanter. Et on remarquera que dans ces enregistrements, il n'y a pas de cassure. Justement, combien de fois par semaine et par jour travaillait-il sa voix? C'est difficile à dire parce que tout le monde n'était pas là. On sait juste qu'en période de concert ou en période d'enregistrement, il intensifiait vraiment le travail. Il travaillait avant d'aller en studio, 2 heures. Il travaillait dans le studio, il chauffait la voix avec des boissons très chaudes, de l'eau très chaude. Il y avait des tas de techniques comme ça. Lorsqu'il était sur scène, il travaillait la journée, 1 heure. Il reprenait un quart d'heure, des séquences d'1 quart d'heure en fin d'après-midi pour pas trop la fatiguer. Ensuite, donc, il montait sur scène. Mais il avait des cassettes avec lui quand il n'avait pas son coach vocal Seth Riggs. Il avait donc des séquences qu'il avait enregistrées qui lui permettaient de passer à l'hôtel sur un poste et de pouvoir travailler. Voilà, donc en dehors de ça, on suppose qu'il devait quand même travailler régulièrement parce que une voix comme ça s'entretient. De la même manière qu'on sait très bien qu'il travaillait la danse tout le temps. De toutes les manières, c'est quelqu'un qui avait constamment des idées, qui était tout le temps dans un processus créatif. J'imagine pas qu'il passait une journée sans faire quelques pas de danse, ni une journée sans pousser quelques idées vocales. Donc je pense que voilà, l'entretien se faisait de toute façon naturellement. Et vous avez invoqué qu'il buvait beaucoup de boissons très brûlantes, Oui. de l'eau chaude, mais il n'y a pas un risque d'abîmer les cordes vocales justement, ou de brûler le palais? Et je ne sais pas comment il faisait, mais on m'a dit que vraiment l'eau c'était de l'eau, c'était même pas du café ou quoi, c'était de l'eau chaude et vraiment très chaude. Donc il avait, voilà, c'est un peu jusqu'au boutiste. Il écoutait la musique très fort, on m'a toujours dit il n'écoute jamais la musique aussi fort que lui, parce qu'on se demandait, il n'a pas perdu l'audition. Il buvait de l'eau très chaude, voilà. Il était capable de faire des choses qui étaient un petit peu hors normes, quoi. Alors justement, les cours de Seth Riggs, son coach vocal, étaient axés sur quelle thématique? Beaucoup de vocalises, beaucoup de travail sur l'étendue pour conserver les aigus, parce qu'en vieillissant, forcément, la voix baisse. Donc lui voulait être capable de continuer à chanter ses chansons dans leur tonalité originale. Donc il y avait beaucoup de travail pour conserver la puissance des aigus et la clarté des aigus. Le travail de respiration aussi, beaucoup. Parce que comme c'était un danseur, même si au bout d'un moment il va quand même mixer les temps de danse sur scène avec les temps chantés, parce qu'en réalité, physiquement, on ne peut pas faire les deux. Il l'a fait sur le bas de tour, mais voilà, c'était déjà surhumain et trop. Donc c'était vraiment pour lui permettre, dans ces moments où il souhaitait absolument combiner les deux arts, de gagner un maximum de souffle. En plus, Michael Jackson avait quand même une cage thoracique qui était un petit peu, comme on dit, atrophiée. Donc il avait vraiment besoin de pouvoir compter sur ses poumons et de travailler cette capacité d'oxygène. Alors comment se déroulaient les enregistrements en studio? Alors, les enregistrements en studio, Michael déjà arrivait un petit peu, alors il était là au début, il y avait tout ce montage des démos, il arrivait, quand c'était lui qui composait, il arrivait avec ses idées, soit il préenregistrait sur ses cassettes, ensuite les musiciens donc peaufinaient l'orchestration, l'interprétation avec Quincy Jones, avec Bruce Swedion, etc. Michael donnait un lead vocal, on va dire, de base pour qu'il puisse construire la chanson dessus. Et en fait, pour ses parties vocales à lui, il arrivait vraiment en dernier. Une fois que toute l'instrumentation avait été enregistrée, là, il venait poser définitivement sa voix dessus. Et donc, en général, les particularités, c'est que évidemment, il arrivait toujours échauffé vocalement, ou il s'est chauffé dans le studio, il venait 2 heures avant, mais voilà, il n'arrivait pas au micro directement comme ça. Donc il y avait à la fois la volonté d'être extrêmement prêt pour lui, de faire gagner du temps aux équipes, et le respect du public, pour lui qui était vraiment quelque chose de très central. Et ensuite, on m'a toujours dit qu'il arrivait sans les textes, il apprenait les paroles par cœur, la nuit s'il le fallait, parce que pour lui lire un texte, déjà il enregistrait dans le noir,
Donc c'était compliqué de lui mettre des paroles, mais pour lui, s'il était en train de lire, il n'était pas en train d'interpréter. Donc il fermait les yeux, il devait être complètement faire corps avec la chanson. Donc voilà, les paroles apprises par cœur, et puis on éteint la lumière. Bon, il était timide, donc au départ c'était des questions de timidité, on s'est assez vite rendu compte qu'il était plus à l'aise quand on ne le regardait pas, et puis finalement c'est devenu un petit peu une habitude. Ensuite il y avait tout ce qui était harmonie vocale, donc on plaquait ensuite sur le lead vocal avec superposition des voix, suivant voilà, le nombre que lui entendait, le nombre qui était prévu, parfois il rajoutait, il improvisait des choses par-dessus. Donc si vous voulez, c'était vraiment des sessions très complètes. Sa voix n'était pas non plus là que pour la mélodie ou les harmonies. Il incluait aussi sa voix des fois dans l'instrumentation. Donc que ce soit du beatboxing, ce qui peut paraître évident, mais aussi des sons vocaux dont parfois on se rend compte avec pas mal d'années de retard que l'instrument qu'on a cru entendre en fait n'est pas du tout un instrument mais c'est sa voix. Donc si vous voulez, il y avait tout un processus créatif vraiment extrême et global qui fait qu'il devait passer énormément de temps en studio en réalité. Il n'arrivait pas juste là comme la dernière vedette qui vient poser sa voix, il était là à toutes les étapes de construction du son et il s'intéressait, il voulait vraiment voir le travail dans son ensemble. Beatbox, voix additionnelle, installation de micros autour de lui pour mieux capturer le son. Ces sessions en studio étaient vraiment soigneusement travaillées. Tout à fait, il avait une grande maîtrise du matériel, qui fait que là aussi, ça faisait gagner du temps aux techniciens, aux ingénieurs du son, parce qu'ils savaient comment placer un micro, ils savaient dès qu'il s'éloignait de quelques centimètres quel effet ça allait faire dans le micro. Donc rien n'était, si vous voulez, au hasard. Quand il se reculait ou avançait, c'est parce qu'il avait une intention de donner vraiment une impulsion vocale ou au contraire un retrait. Et même au niveau voilà, des espaces sonores, il savait comment placer lui-même le matériel. Donc c'était vraiment quelque chose de particulier et d'assez unique en fait. C'est vrai qu'en studio, il pouvait enregistrer jusqu'à 40 prises. Oui. Oui, tout à fait. Il n'était pas, tant que ça n'allait pas, il n'était pas content et il continuait. Il fallait vraiment parfois le sortir du studio ou lui prouver par A plus B que maintenant il était fatigué ou que tout le monde, voilà, il faudrait revenir demain. Mais oui, il était vraiment très, beaucoup d'endurance, très tenace, déterminé. Faut dire que c'était un artiste très perfectionniste. Hein. Ah, vraiment perfectionniste, vraiment c'est le mot. Et encore, heureusement, il y avait les deadlines des maisons de disques pour sortir les albums, parce que sinon je crois qu'on attendra encore Thriller, il sera encore en train de peaufiner certainement les pistes. La voix est aussi un formidable transmetteur d'émotions, et celle de Michael Jackson touche au cœur. Oui, je crois que c'est ce qui a séduit son public dès l'enfance, c'est cette capacité à faire pleurer, à faire sourire, à donner l'impression que toutes les chansons qu'il chante sont ou les dernières de sa vie, ou vraiment les moments les plus importants de sa vie. Oui. D'ailleurs, pour quelle raison sur la chanson I'll Be There, il fondait toujours en larmes? Parce que c'est vrai que cette chanson, elle est, quand on regarde les enregistrements, les lives, c'est la seule, et pratiquement à chaque fois, il y a un silence, il craque. Oui, il y a aussi She's Out of My Life, sur laquelle il pleurait à la fin. Je crois que c'est une chanson qui devait certainement le toucher beaucoup parce que c'est je serai toujours là, je serai toujours avec toi. C'est peut-être cet amour inconditionnel que lui espérait durant son enfance, qu'il attendait et qu'il n'a peut-être pas eu de la part de tous ceux dont il aurait voulu l'avoir. Et je pense que justement, c'était peut-être, il chantait les paroles qu'il aurait certainement voulu qu'on lui dise. Je pense que c'est pour ça qu'il les prenait tellement à cœur, parce que voilà, on parle à son enfant intérieur, et moi j'ai souvent l'impression qu'il parle à son enfant intérieur. C'est vrai qu'à ce moment-là, l'émotion avec Jackson était à son paroxysme, parce que c'était... Oui. Et il pouvait même être à genoux tellement que ça montait, ça le prenait. Et, oui. C'est vrai que c'est fort à regarder comme image, même 12 ans après sa mort. Oui, c'est quelqu'un qui donnait tout, c'est quelqu'un qui faisait pas semblant et qui vraiment, même si l'émotion évidemment comme un acteur, parce que finalement il se décrit aussi comme un acteur, voilà, mais un acteur, c'est pas parce qu'il doit pleurer à un moment donné qu'il ne ressent pas l'émotion du personnage ou de la personne qu'il joue. Donc c'est toujours difficile avec Michael Jackson de faire la part de ce qui est vraiment personnel et de ce qui est dans le rôle qu'il est en train de faire, mais je crois qu'en fait les deux se confondent très souvent et que l'émotion prend le dessus sur le personnage, la réalité, l'authenticité. Ce virtuose savait aussi créer des harmonies musicales. Michael Jackson avait l'oreille relative ou l'oreille absolue? Alors il avait l'oreille absolue. Ça, je le tiens d'un compositeur et chef d'orchestre, David Michael Frank, avec qui il avait commencé un projet de musique entre guillemets classique,
qu'on appelle musique classique aux États-Unis, c'est quand même très large, hein, c'est surtout de la musique orchestrale, on va dire, mais avec des mélodies qu'il avait lui-même composées et qu'il voulait léguer à ses enfants, mais sous forme sans voix, vraiment musique orchestrale. Et donc, dans les derniers mois de sa vie, il faisait venir David Michael Frank chez lui, et puis donc pour peaufiner le projet, pour voir comment ils allaient s'organiser pour enregistrer à Londres pendant This Is It, etc. Et donc une paire de fois, ils ont été ensemble avec des musiciens, avec des pianistes qui étaient là pour jouer ce que Michael chantait. Et effectivement, David Michael Frank s'est rendu compte que Michael était capable, donc il chantait des mélodies, je ne pourrais pas vous dire lesquelles, mais même des mélodies classiques. Il les chantait directement à la bonne hauteur. Quand le pianiste se mettait à jouer, il disait « Ah, il chantait la vraie tonalité, c'est... voilà ». Et donc ensuite, il repartait dans autre chose, il rechantait un autre morceau d'une autre chanson, et puis il reprenait la première chanson et il la reprenait dans la vraie tessiture originale. Donc il avait vraiment dans l'oreille exactement la hauteur des sons. Donc sans avoir... en fait, l'oreille, c'est assez... c'est pas forcément lié au solfège, on peut avoir l'oreille absolue, sans pour autant être capable de mettre des noms, d'intervalles, d'harmonie, etc. Mais il avait vraiment ce don-là, effectivement. Alors, est-ce la voix qui dicte la musique ou est-ce la musique qui dicte la voix? La voix dicte la musique, qui dicte la danse. Moi, je vois ça comme ça. Parce que la musique, c'est le cœur de tout pour lui. Sans musique, il ne danse pas. Mais dans la musique, c'est sa voix qui est le cœur de la musique. Donc pour moi, c'est dans cet ordre-là que ça se passe. Alors, comment est né le fameux... Alors là, franchement, il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs écoles. Certains disent que c'est une imitation de Diana Ross. D'autres font remonter ça à certains cris qu'on entend déjà de la country, à certains cris poussés parfois Elvis Presley d'une autre manière, stylisés différemment. Mais on est un petit peu dans le... on va dire dans la voix corporelle. Alors du côté de Diana Ross et de ces gens-là, on va dire c'est le côté afro-américain. Du côté du rock, même country, on dira oui aussi, c'est les États du Sud, donc c'est peut-être le côté un petit peu rustique, etc. C'est compliqué. Je crois que pour Michael, surtout, c'était quelque chose de viscéral. Je sais pas, comme certains font des la ou des oh, lui c'était, voilà, fallait que ça monte des tripes. Et je pense que c'était pas tant réfléchi que ça pour savoir s'il avait pris à droite ou à gauche. Comme pour beaucoup de choses, ça sortait, donc c'était justifié et c'était bien. Mais finalement, c'est vrai que c'est devenu une signature vocale. Même s'il y a eu d'autres hihi avant chez d'autres, on les a un peu oubliés. Il y a quelques années, vous avez sorti le livre Michael Jackson était une voix, dont la préface est de Bruce Swedien. Alors justement, de Off the Wall à Invincible, Bruce Swedien. Merci. Fut l'un des architectes du son Michael Jackson. Quelle fut sa méthode de travail? La quête de l'authenticité. Et quand on dit authenticité, c'est pas forcément de la perfection au sens puriste, au sens du son artificiel, nickel chrome, tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui. L'authenticité, c'était capter la vraie personnalité de Michael Jackson. C'était donc avoir un enregistrement qui soit transparent, qui lui soit loyal, qui lui soit fidèle, et qui fasse qu'on ait vraiment une pureté, une transparence qui nous mette dans l'intimité de la voix de Michael Jackson. C'est vrai que quand on écoute ses albums, il est juste derrière l'enceinte. Il n'est pas envahi par toute une instrumentation ou avec une saturation. Il est vraiment en première place et on peut avoir l'impression qu'il ne s'adresse qu'à nous. Donc ça, c'est vraiment la manière dont Bruce Swedien l'a approché. Au détriment souvent d'objets, de technologies qu'on voulait lui imposer, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans les studios, avec les contrats avec Sony et autres, et voilà, on met les objets on demande à ce que ce soit employé. Bruce Swedien n'était pas un fanat de technologie. Lui, ce qu'il voulait vraiment, au contraire, il prenait même beaucoup de temps pour rester dans le naturel et ne pas avoir à faire de corrections ou à mettre de filtres ou de choses, mais capter Michael dans son environnement sonore avec ce qu'il était, c'est-à-dire avec ses cris, avec ses claquements de doigts, avec ses bruits de pieds sur l'estrade, parce que c'était sa personne, même s'il aurait pu effacer tout ça après, non. Voilà, c'est Michael Jackson dans sa globalité. D'où la devise Music First. Music First, voilà, il n'y a pas de cette fois-ci on va utiliser tel matériel ou tel machin, aujourd'hui tiens j'ai acheté ces câbles, on va les mettre là, ça pourrait être bien. C'est on écoute la musique, on voit ce que la musique nous dit et on se met au service de la musique. Michael Jackson écrivait ses chansons et composait ses musiques, d'où lui venait l'inspiration?
Alors, il ne composait pas tout, mais il a beaucoup plus composé que ce qu'on a dit. Hein. Donc, parce que là aussi, on a souvent tendance à dire, bon, Quincy Jones, etc., ou d'autres gens. Michael a quand même beaucoup composé sur chacun de ses albums. C'était suivant la place qu'il avait, mais bon, ça pouvait être 400-500 chansons, ça pouvait être 9. Voilà. C'est important de le signaler. C'est important de le signaler parce qu'on a souvent tendance un petit peu à le considérer soit comme un interprète ou parfois plus péjorativement, encore pire, un produit. En réalité, il était partie prenante et il était vraiment moteur de propositions. On ne pouvait pas faire sans lui. C'était vraiment de lui qu'émergeaient les idées jusqu'au bout. Au contraire, il fallait l'arrêter. Donc au niveau de la composition, alors au niveau musical, Michael a vraiment de multiples inspirations. Il écoutait toutes les musiques sans restriction. Il a été élevé avec de la country, il a été élevé avec du rhythm and blues, avec du gospel, avec des tas de choses très différentes. En grandissant, il s'est vraiment ouvert à tout. Il aimait le hard rock, il aimait la musique classique, l'opéra, enfin voilà, les musiques irlandaises, des musiques africaines. Donc si vous voulez, il a vraiment puisé dans toutes ses inspirations. Et au niveau des musiques populaires, il a puisé autant dans ce qu'il aimait dans les musiques qu'on appelle les musiques noires que ce qu'il aimait dans les musiques blanches. Finalement, ça correspond un petit peu à son idéal qui était de réussir à créer une... Enfin, c'était même pas un objectif, je crois que c'est naturellement qu'il l'a fait, contrairement peut-être à d'autres, c'est de créer une musique qu'on ne puisse plus identifier comme musique noire ou musique blanche. Une bonne musique. Pour lui, le seul clivage, c'était où elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Point. Voilà. Et concernant les textes, je crois qu'il a simplement puisé dans ses expériences de vie, dans les expériences qu'il a pu connaître même à distance, parce qu'on a des thèmes très variés, bien sûr en fonction des époques, hein. On a des thèmes sur la séduction, sur l'amour, on a des thèmes sur le surmenage, le travail, l'exploitation, on a des thèmes sur un peu le racisme, on va retrouver l'écologie quand même assez rapidement, on va retrouver beaucoup la spiritualité, le pouvoir, enfin voilà. Donc il puise dans sa vision du monde à lui. Et comme c'est quelqu'un qui a parcouru le monde vraiment, et ça je crois que c'est aussi très important de le dire, c'est pas quelqu'un qui a lu le monde dans les catalogues ou dans des documentaires ou dans des hôtels 4 étoiles, il est aussi sorti à chaque fois des hôtels pour aller dans les orphelinats, pour aller voilà, partout où il y avait des problèmes, donc c'est vraiment un vrai citoyen du monde, il a aussi vu et ressenti les ondes du monde, donc je pense que c'est ça aussi qui l'a nourri. Il composait en premier la musique ou il écrivait tout d'abord les paroles? Alors ça, c'est très américain. En général, c'est l'inverse de la France. En France, on a tendance à écrire les paroles et ensuite à se demander comment on va les chanter. En Amérique, on cherche le son. C'est le son d'abord, souvent, hein, à 90%. Donc on cherche le son et après on se dit « Ah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ?» Donc parfois, il y avait des textes qui étaient déjà préécrits et effectivement qu'on adaptait pour mettre sur la chanson. Et parfois, les paroles arrivaient assez à la dernière minute. Des fois, ça traînait. D'ailleurs, il y a des démos qui sont restés en état avec beaucoup de trous dans les paroles. Mais Michael n'aimait pas passer un temps fou sur les paroles. Voilà, il fallait que ça vienne rapidement. C'était vraiment le centre de tout ça, c'était la musique. Donc la musique, bon, peut-être que j'anticipe sur autre chose, mais la musique racontait une histoire en elle-même. Les paroles n'étaient pas forcément en lien avec l'histoire de la musique, c'est-à-dire que peut-être que l'idée, ce qu'il ressentait de la musique au départ n'est pas le même récit que ce qu'on va avoir dans les paroles ensuite. Et ensuite, quand il fait une vidéo, il rajoute encore des fois une histoire dont on se dit, mais en fait, c'est pas exactement ce qu'il raconte, ou en tout cas, ah oui, c'est sous cet angle-là qu'il le comprenait, voilà. Donc, thriller, le thriller, le frisson amoureux, quand on est dans le thriller, le frisson amoureux, d'accord, mais enfin, c'est surtout le frisson du zombie, et voilà, et du loup-garou. Donc, il y a plusieurs strates comme ça narratifs qui fait que il raconte plein d'histoires en même temps, il aime bien ça. En fait, une œuvre de Michael Jackson, il faut plus la voir comme un puzzle. Complètement. C'est un puzzle multistrate. C'est quelqu'un, je crois qu'il avait tellement de choses à vouloir dire, à faire, qu'il faisait tout en même temps. Et donc, comme il paraît que quand il vous parlait dans une chambre d'hôtel, il ne pouvait pas s'empêcher de danser en même temps qu'il vous parlait, ou qu'il vous écoutait, voilà, je pense que voilà, il fallait qu'il raconte plein de trucs en même temps, et les idées fusaient, et c'est ce qui rend les choses très intéressantes. Comment expliquer que 12 ans après sa mort, ses chansons et ses textes sont encore d'actualité, et qu'ils touchent toujours autant le public? Parce que je pense que sa musique est vraiment intemporelle, pour la plupart. Il y a évidemment certains titres qui sont peut-être un peu plus immergés dans comment dire, l'esthétique sonore de l'époque, mais d'une manière générale quand même pour des albums comme Invincible, dont on aurait pu effectivement se dire, oh là là, c'est vrai que c'était submergé de technologie, etc. Quand des enfants aujourd'hui écoutent Invincible, ils ont l'impression que c'est sorti hier. Donc il y a quelque chose de... Alors Thriller, c'est carrément intemporel, Off the Wall aussi.
donc ça plaît à la fois parce que la musique ne calcule pas par rapport à une mode, parce que aussi ce sont des musiques qu'on a continué d'écouter à travers les décennies, donc finalement on a l'impression de les avoir entendues hier et avant-hier. C'est pas comme si on ressortait un vieux disque de poussière qu'on n'a pas écouté depuis 40 ans, on se dit oh là là, moi, je me rappelais pas que c'était comme ça. Voilà, et au niveau de ces thématiques, eh bien, ce sont aussi des thématiques intemporelles, parce que, comme beaucoup, c'est un peu le principe de la pop, mais chez Michael Jackson, autant que chez d'autres, sinon plus, on mélange à la fois des problématiques qui sont personnelles, intimes, avec une compréhension qui peut être beaucoup plus sociétale ou globale. Donc, ce qui fait qu'à la fois on peut se sentir touché par l'histoire personnellement parce qu'on a vécu quelque chose de similaire, ou on peut très bien l'interpréter à une échelle beaucoup plus générale, en se disant que finalement, bah oui, ce problème de cette époque-là se reporte encore aujourd'hui. Donc, c'est une œuvre qui est pensée, je crois, pour être globalement intemporelle. Il voulait survivre à travers son œuvre. C'est pas pour rien finalement qu'il y est parvenu. Je crois que voilà. C'est vrai. Alors, l'une des particularités de Michael Jackson, c'est mélanger les sonorités. D'ailleurs, nous retrouvons beaucoup de morceaux classiques dans ses créations musicales. Cette pluralité des sons et cette richesse musicale sont-elles les fruits d'une spiritualité élevée? Oui, c'est vraiment quelqu'un de très spirituel. C'est quelqu'un qui transcende à la fois le profane et le sacré, le populaire et l'intime. Donc, il est un petit peu, c'est un artiste, mais un artiste missionnaire. Donc le temps n'a pas de prise, c'est un petit peu ce qu'on vient de dire, et aller puiser dans des traditions qui sont beaucoup plus anciennes, musicales, c'est un petit peu comme lorsqu'il se fait prendre en photo habillé en prince sur un cheval ou habillé en chevalier romain. C'est un visiteur du temps. On a parlé tout à l'heure de citoyen du monde, et je crois que c'est un visiteur du temps. Et effectivement, quand on est un être spirituel, on perçoit les autres dimensions, on les traverse. Et je crois qu'il est aussi perçu comme ça par ceux qui ont cette sensibilité. Quelque part, il était aussi en avance sur son temps, parce que faire ces choses à son époque, aujourd'hui on dirait que c'est un peu plus dans l'air du temps, on est plus ouvert à cela, alors qu'à l'époque c'est vrai que c'était surréaliste, entre guillemets, c'était d'un autre monde. Vous parlez du fait de mettre de la musique classique Non, sur ses photos, ses séances, même il disait que sur un clip vidéo, il avait une posture un peu à la christique, oui, donc c'était osé. Oui, pour l'époque, très osé, mais c'était très comprendre. Voilà, aujourd'hui, peut-être, alors je ne sais pas comment ça passerait aujourd'hui, parce qu'on est quand même aussi à une époque qui est un petit peu sensible à ce moment-là. Alors on pourrait dire que c'est un peu New Age, tout ça, mais il y a quand même chez lui une espèce d'imprégnation judéo-chrétienne qui fait que, bon, voilà, on se rend bien compte, même si on ne connaît pas ses origines, enfin, entre guillemets, religieuse, on comprend quand même assez vite ce qu'il veut dire. Même s'il a voulu transcender tout ça, il y a cette imprégnation culturelle, mais c'est vrai que pour les années 90, c'était vu on avait l'impression, enfin, je pense que ça a été mal compris. Ça a été compris comme quelqu'un qui serait avec un super ego et qui se prend pour un prophète ou je ne sais quoi. Il y a eu beaucoup de raccourcis entre l'hyper-célébrité, Jésus, bon, voilà, les John Lennon, déjà les Beatles, ils disaient on est plus célèbre que Jésus, etc. Bon, c'est vrai que ces comparaisons peuvent avoir porté préjudice, mais ça reste, oui, avant-gardiste. Alors que lui, il a toujours fait ces choses-là avec beaucoup de bienveillance et de respect. Tout à fait. Oui, les gens ont besoin de catégoriser, ont besoin d'enfermer, ont besoin de juger. Et quand on ne comprend pas, on rejette, on juge. Donc Alors la musique est-elle un passage entre le monde physique et le monde spirituel? Pour lui, oui. Quand il explique que, comme beaucoup de compositeurs d'ailleurs, parce que c'est finalement un point commun à tous les compositeurs, y compris les compositeurs classiques. Parce que Beethoven disait la même chose, Mozart, et puis même les compositeurs contemporains disent la même chose. Il y a un canal qui s'ouvre quand on est compositeur, parce que être compositeur, c'est encore autre chose que d'être musicien. Quand on est compositeur, on entend des choses que les autres n'entendent pas, et ces choses-là, a priori, donnent l'impression qu'elles vous viennent par la dictée, et elles vous sont transmises, et on est juste là de voir les accueillir, les recueillir, et en faire quelque chose. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. On peut jouer pendant 50 ans dans un orchestre, être premier violon, être formidable où vous voulez, mais être incapable de composer 3 notes. Depuis sa mort, l'esthète of Michael Jackson sort des albums posthumes, mais surtout des titres inédits. Savons-nous, sur l'ensemble de sa carrière, combien de chansons
Michael Jackson a-t-il écrit et combien de musiques il a composé? C'est très difficile à dire. Il y a des listes qui traînent sur Internet partout, par album, etc. Bon, il y en a des centaines, c'est sûr. Maintenant, la réalité est très compliquée puisque il y a ce qui est dit, il y a ce qui était en réalité des bribes de choses dont on ne peut absolument rien exploiter. Il y a ce que d'autres personnes ont effectivement presque finalisé dans des coffres mais qui ne veulent pas sortir ou pas énoncer parce qu'ils ont peur d'avoir des pressions. Donc quand l'argent se mêle à tout ça, c'est très difficile de faire la part des choses. Donc je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses, qu'il ait composées ou pas d'ailleurs, mais qu'il a préenregistrées. Mais qu'est-ce qui est exploitable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et puis qu'est-ce qui en sera fait un jour, ça malheureusement... c'est difficile de passer les murs pour avoir des réponses. Alors un mot sur les versions démo que nous retrouvons sur Internet. Elles sont très proches des versions finales. Alors oui, tout dépend d'où elles viennent. Quand on entend par exemple une chanson comme Beat It ou Billie Jean, généralement c'est la version finale est beaucoup plus épurée que la version originale. Mais c'est vrai que c'est pas grand chose finalement. Elles auraient pu même sortir en l'état. Oui. Et ça c'est impressionnant quand même. Oui, c'est sûr. Oui, tout à fait. Les démos sont vraiment presque des chansons abouties de chanteurs qui sont au top niveau aujourd'hui, je vais dire, sans vouloir être parfois méchante, mais c'est vrai quand même. Donc il y a vraiment un travail, en tout cas une qualité qui est indéniable et qui ressemble à un produit quasi finalisé. Et c'est vrai que moi c'est pour ça que je préfère largement que l'esthète sorte les démos plutôt que des versions produites, surproduites, parce que pour moi... Si toutefois il faut les sortir, puisque bon, Michael n'a pas décidé de les sortir lui-même, alors est-ce qu'il faut les sortir ou pas, qu'est-ce qu'il en a pensé? Non, personne n'est là pour penser à sa place. En tout cas, s'il faut les sortir, je pense qu'il faut respecter ce qu'il a fait, et quoi qu'on ajoute dessus, s'il n'est pas là pour valider, pour moi ce n'est pas du Michael Jackson. On peut appeler ça dans l'esprit d'eux, ou même pas dans l'esprit, ce serait un peu abusif, de dire, en hommage à Michael Jackson, mais pas dire c'est Michael Jackson qui a fait ça, quand c'est pas lui qui s'est occupé de l'orchestration ou qui a donné un avis dessus. Il faisait un travail très minutieux, très poussé, et c'est vrai que de passer de la chanson Starlight à Thriller, c'est quand même étonnant, et j'espère que l'impact n'aurait pas été le même si on aurait gardé ce titre-là. Ah oui, complètement, et effectivement, il a fallu, je crois que c'est Rod Temperton qui a transformé Starlight en Thriller. Et oui, effectivement, il y avait un besoin indéniable de lui donner un impact supplémentaire avec un mot qui soit porteur. Starlight, voilà. Donc c'est vrai que ça peut se jouer, vous voyez, à un mot des fois. Parfois, ça va être sur l'orchestration. On va garder la voix telle qu'elle est dans la démo et c'est l'orchestration qui va lui donner un décor différent. Et puis, parfois, on va rajouter des harmonies ou en enlever. Enfin bref. Toutes ces démos sont vraiment des bijoux, des pierres. Voilà, non poli, qu'on peut ensuite... État brut. Oui. Pourquoi les chansons comme The Lady of My Life, For All Time ou For All Again et tant d'autres ne sont pas sorties sur les albums de l'époque? Parce qu'il fallait limiter. Il fallait limiter à un nombre précis. For All Time, c'était un petit peu la petite sœur de Human Nature. Donc il y a souvent des doublons comme ça un petit peu similaires. Sur Bad, ce sera Streetwalker qui était en balance avec une autre. Donc il faut, voilà, il y a une durée. À l'époque, on est encore aussi beaucoup limité par la durée des vinyles, les 33 tours. Donc on ne peut pas dépasser un certain minutage. Il faut vraiment pouvoir, voilà, que ça rentre. Alors les doubles albums et compagnie, ça coûte cher. À l'époque, c'est encore pas... Voilà. On préfère faire un tri en se disant que peut-être le matériel pourra être réutilisé plus tard. Quand nous pensons à ces duos, nous songeons à Paul McCartney, Stevie Wonder, Siedah Garrett ou encore Janet Jackson, alors qu'il existe d'autres pépites beaucoup moins connues du grand public. Pourquoi l'ensemble des œuvres musicales et artistiques de Michael Jackson n'est pas plus valorisé par l'esthète of Michael Jackson? Ça, il faudrait leur demander. Je pense que malheureusement, ce qui intéresse les States, c'est la rentabilité financière et c'est pas l'aspect artistique. Ce ne sont pas des artistes, ce sont des avocats, ce sont des notaires, ce sont des comptables et c'est bien ça le problème. Donc en fait, il n'y a pas un vrai travail artistique, une pensée artistique qui est en amont, comme sur une succession de Prince par exemple ou autre, ce qui est vraiment dommage. Michael Jackson, c'est là qu'on voit qu'en réalité, je pense qu'il a été pour beaucoup une pompe à argent. Et qu'il continue de l'être, les mauvais choix sont faits. Quand on pense par le portefeuille, on ne fait pas du tout les bons choix. Donc il faudrait leur poser la question, et mais je crois que ça ne changerait absolument rien. Moi j'espère qu'un jour, il y aura vraiment
une succession, comment dire, spirituelle et artistique qui prendra honnêtement la relève et pas une succession simplement financière et lucrative. Mais ça c'est, voilà, dans un autre monde. On aimerait avoir la surprise de voir apparaître des albums remasterisés de ses lives et de ses concerts. Ce serait une bonne surprise pour tous les mélomanes, tous les fans de Jackson et pour tous les amateurs de bonne musique. Oui, ce serait bien, effectivement, ne serait-ce que déjà d'avoir certains concerts avec une bonne définition. Alors, je ne sais pas comment ils ont été filmés à l'époque, je doute que Michael Jackson ait employé des moyens amateurs, je pense qu'il y aurait moyen de nettoyer, probablement de faire des choses, je ne sais pas. Là aussi, quel investissement, je pense que des calculs sont faits. Est-ce qu'un jour on aura droit, comme à ABBA, à un concert, à un retour de Michael Jackson en hologramme sur scène? Je me pose la question, mais je m'y attends. Je pense que si une étude de marché est faite et qu'on se rend compte que ça rapporte, ça se fera. Parce que, encore une fois, ça va être par le porte-monnaie que les choses vont se décider et pas par l'intérêt artistique ou la vie de sa mémoire. C'est dommage parce que moi, à la fois, je suis un petit peu coupée en deux entre me dire que l'essentiel de Michael Jackson n'est pas là-dedans. L'essentiel de Michael Jackson, en fait, l'essentiel, c'est ce qu'il a fait pendant sa vie, parce qu'on a tous un temps qui nous est donné et que ce qui reste, c'est son message, ce qui reste, c'est son esprit. Mais en même temps, il faut bien reconnaître que si cet esprit et ce message doivent vivre, il faut bien que ça continue de passer par des supports artistiques. C'est là que je suis un petit peu songeuse. Au cours de sa carrière, Michael Jackson a fait peu de reprises. Néanmoins, ses versions surpassent-elles les titres originaux? Je pense qu'elle leur donne un éclairage différent. Place Without No Name, par exemple, est complètement viscéralisé. Come Together s'approche, enfin, comment dire, il y met vraiment sa touche personnelle et ses roots, son côté un peu, ses racines dedans à chaque fois. Je pense pas que son but était de surpasser les versions originales, mais était d'y apporter son propre éclairage à lui. Et je trouve qu'en général, ils sont toujours bien sortis et il a toujours fait avec qualité et respect des versions originales. Alors, par rapport aux personnes qui ont connu Michael Jackson du temps de son vivant, la nouvelle génération qui apprécie ses œuvres musicales et artistiques l'aime-t-il pour les mêmes raisons? Oui, je crois que oui. Parce que, bon, pour côtoyer pas mal de jeunes, en avoir à la maison aussi quelques-uns, moi, ce qui m'a plu quand j'avais leur âge, et donc que Michael était à l'époque de Thriller of the Wall et tout ça, il y a ce côté, cette subjugation aussi chez eux, malgré tout ce qu'ils voient aujourd'hui. Quand ils voient les clips de Michael Jackson, il y a les yeux qui s'éparpillent. Quand ils regardent Moonwalker, même si les trucages ont pour certains mal vieilli, il faut quand même le dire, ils se disent c'était il y a combien? D'accord, mais le toaster sur scène et tout ça, mais je dis oui, que tu remets en perspective. Et alors à la fois il y a cette subjugation par rapport à tout ce côté comment dire, clinquant, un petit peu magique, et sa musique qui n'a pas vieilli. Sa voix, quand ils écoutent The Weeknd, quand ils écoutent Bruno Mars, je pense qu'il y a une initiation qui se fait. Et comme ce sont des chanteurs qui finalement font référence à Michael Jackson plus ou moins directement, quand c'est pas dans les interviews, c'est vraiment dans les références vidéo ou sonores, ils finissent toujours par arriver à Michael. Et donc ils sont quelque part ou préparés, ou quand ils le voient, assez naturellement, ils trouvent que c'est voilà. Il y a une douceur aussi qui se dégage de lui, qui continue de se dégager de lui, qui fait qu'il continue de parler aux enfants en fait. Vraiment. Et il n'y a pas de fracture générationnelle. J'entends pas, c'est un truc de vieux. J'entends pas, mais c'est démodé. J'entends, quand même, c'est bien. Oh là là, ça ressemble à, tiens, mais machin, il fait un peu comme lui. Mais j'ai déjà vu ses pas de danse-là chez un autre. C'est donc lui qui a fait ça en premier. Voilà, c'est ça que j'entends. My mission is healing, pure and simple. To heal the world, we must start by healing our children. Sport and Pipe claquette, pointe, moonwalk, l'inclinaison à 45 degrés. Ces pas de danse sont-ils devenus aussi célèbres que ces chansons? Oui, c'est-à-dire que ces pas de danse n'étaient pas forcément les siens à la base, et il a un peu comme en musique, il a réussi ce tour de magie de s'agglomérer, d'agglomérer à sa signature un tas de pas venus de différentes écoles, de différents styles, de différentes cultures, et de leur donner une cohérence et une signature personnelle qui font que
Voilà, quand on voit Eileen, on se dit pas ah oui, mais tiens, Chaplin l'a fait, ou comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave, ou quand on le voit faire un moonwalk, voilà, c'est Michael Jackson. Donc même aujourd'hui, quand pareil, les jeunes, quand ils voient des chorégraphies qui sont faites par des Katy Perry ou autres, ou par Beyoncé, ah mais c'est les pas de Michael, voilà. C'est pas les pas de Beyoncé ou de Rihanna, c'est Michael. Fred Astaire, Mime Marceau, Nicholas Brothers, pouvons-nous dire que Michael Jackson s'inspirait aussi des meilleurs pour réinventer l'art et transmettre un héritage culturel? Toujours. Il disait que la meilleure école, c'était de voir les maîtres à l'œuvre. Donc lui, c'était vraiment ça, c'était s'inspirer de ce qu'il y a de mieux, donc une forme de syncrétisme comme ça, de ce qu'il y a de mieux dans tous les domaines. Quand il ne regardait pas les maîtres à l'œuvre, il lisait leur vie. Il était passionné par les biographies de gens qui avaient réussi, et souvent d'autodidactes. Il avait besoin de comprendre par quel chemin, quels étaient leurs modes de pensée. Et lui-même, finalement, est devenu un peu un cas d'école, parce que tout le monde s'interroge sur mais comment il pensait pour avoir été aussi loin. Donc finalement, oui, effectivement, c'était toujours s'inspirer des meilleurs, s'entourer des meilleurs, et rester soi-même le meilleur. Se remettre en question tous les jours, et pas croire qu'on est arrivé. Voilà, ça aussi, c'est très important. Excellent danseur, Michael Jackson était aussi méticuleux dans la création de ses chorégraphies. Oui, il était méticuleux et il s'associait toujours à des bons chorégraphes, à des grands chorégraphes. Il y avait toujours un travail en partenariat. Il avait, après cette facilité évidemment à restituer les pas qu'on lui apprenait, mais il voulait absolument continuer à les travailler parce que lui, son objectif, c'était que ça paraisse naturel. Et c'est vrai que quand on le voit danser, on a l'impression qu'il fait ça comme ça, mais dès lors qu'on veut l'imiter, on se rend compte que c'est quand même très problématique. Et il y avait vraiment voilà, cette facilité, cette volonté de raconter une histoire aussi avec les pas de danse, mais de ne pas forcément le faire tout seul, de le faire toujours avec d'autres personnes qui puissent lui apporter une plus-value. Michael Jackson a su adapter des pas connus dans de nombreuses danses pour qu'elles deviennent universelles. Pouvons-nous dire que les chorégraphies de Michael Jackson ont révolutionné l'univers de la danse? Je pense qu'elles ont apporté un point de conjonction qui est associé à son nom, à sa musique, à sa voix, à son art d'une manière générale. Ce qu'il a vraiment apporté, lui, au monde musical et visuel, dans l'aspect visuel du monde musical, c'est effectivement cette association entre des narrations, des clips vidéo mais narratifs, avec un début, une fin, une intrigue, et l'incrustation de scènes de danse qui sont complètement cohérentes dedans, qui prennent en compte les personnages de l'histoire, éventuellement dans la gestuelle, etc. Des chorégraphies aussi synchronisées en triangle, en pointe, qu'il a là pour le coup énormément popularisé. Aujourd'hui, quand on voit une chorégraphie en triangle, on va dire oui, c'est Michael Jackson, voilà. Donc il a vraiment apporté sa pierre à l'édifice, aussi bien sur le plan formel que sur le plan du fond. Donc sans avoir pour le coup vraiment rien inventé, mais il a eu cette intelligence de co-créer, de recréer, et d'apporter une patte personnelle, de passer tout ça à sa moulinette à lui et d'apporter une plus-value. Thriller, Billie Jean, Smooth Criminal, Ghost, Remember the Time, Black or White, Earth Song. Ces courts-métrages sont de véritables œuvres d'art. Quel message souhaite-t-il délivrer au monde à travers ces vidéos? Alors tout dépend des vidéos. Bah, évidemment, il y a toujours un thème, ça peut être l'environnement, ça peut être la paix, ça peut être l'acceptation, la fraternité, la bienveillance, enfin voilà. Ça peut être l'enfance, il y a énormément de thématiques différentes. Je pense que à travers ça, s'il y a un dénominateur commun à tirer de tout ça, c'est le soin. Le soin apporté à son travail, parce qu'il faut pouvoir l'élaborer tout ça. Et il y a, si vous voulez, un message malgré tout qui sublime tout le reste à travers le public, c'est regardez à quel point j'ai soigné le travail pour vous. J'ai pris soin de vous à travers mon œuvre, je vous raconte une histoire, elle est bien mise en scène, j'ai pris le temps. Moi je vois ça, comme vraiment quelqu'un qui tout d'un coup s'assoit avec vous et vous écoute, vous regarde, il n'y a plus que ça qui existe pour lui, où on se sent un moment privilégié. Et je pense que quelque part, le message de Michael Jackson, c'est celui-là, c'est de s'occuper de son public individuellement en lui proposant quelque chose de beau, de bien, de bon, que ce soit sur la qualité du support, du contenu, que ce soit sur le message, au-delà des thèmes qui peuvent être très différents. C'est vraiment, on peut faire aujourd'hui des grandes choses, de belles choses, si on prend le temps, on n'est pas obligé de faire du commercial, voilà. Bon. Donc je ne me moque pas de vous,
je prends soin de vous et je vous raconte quelque chose. Je pense que c'est ça qui crée aussi entre lui et son public un lien. C'est quand on écoute ses albums, on se sent bichonné, on se sent concerné. On a l'impression qu'il nous parle et il le fait avec tellement de soin. C'est voilà, comme quand quelqu'un vous sert un bon plat, il vous a pas ramené un truc. On se dit, ah, il a passé des heures en cuisine pour moi, c'est quand même sympa. Et Michael Jackson, c'est un peu ça. On se dit à chaque fois, il a quand même passé pas mal d'heures en cuisine pour nous, quoi. C'est pas que du business. Il aurait pu faire du business en faisant 50 fois plus de choses. On revient du coup au fait qu'il touche nos cœurs et nos âmes. Tout à fait, tout à fait. Et c'était quelqu'un, en plus, vraiment dans la vraie vie, qui prenait le temps de parler aux gens quand on s'adressait à lui, paraît-il, quand on avait cette chance de pouvoir s'en approcher et de lui parler de quelque chose, il arrêtait tout. Et effectivement, j'ai vu des images qui allaient en ce sens-là. Il arrêtait tout ce qu'il était en train de faire pour s'asseoir avec la personne et l'écouter. Et vous aviez l'impression que cette personne, je ne sais pas, elle avait pris rendez-vous depuis 6 mois ou qu'elle était en train de lui dire un truc incroyable. En fait, non. Mais voilà, il n'y avait que ça qui comptait. C'était l'instant présent, le moment présent, la qualité du moment accordé à l'autre. C'est pas, j'ai pas le temps, je suis Michael Jackson, bon, voilà. Et il l'appliquait vraiment. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'on pourrait se dire, oh ouais, c'est des formules toutes faites, aujourd'hui tout le monde dit ça, mais après, quand ils sont ailleurs, ils font autrement. Non, on le voit vraiment, il agissait tout le temps comme ça. Moi, je suis impressionnée. Il y a quelque chose qui dépasse un petit peu le plancher des vaches dans sa manière d'être, qui montre que dans son œuvre, pour moi, il y a une vraie authenticité, une vraie honnêteté dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Une vraie dimension humaine. Tout à fait. C'est un petit aparté, vous avez écrit un livre qui s'appelle Black or White et qui fait suite à votre thèse. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Oui, effectivement, ça reprend toutes les grandes lignes de ma thèse, dans laquelle il était question de, on parle beaucoup des musiques noires et des musiques blanches, de s'interroger sur cette dimension du noir et du blanc chez Michael Jackson, que ce soit justement dans les styles musicaux qu'il utilise, sur lesquels il s'appuie pour créer une musique avec un grand M, que ce soit pas une musique noire ou blanche, que ce soit aussi dans les aspects de sa, visuelle. Dans les clips vidéo, dans les pochettes de disques et dans son évolution personnelle, physique à lui aussi, et politique. Parce qu'au niveau politique et commercial, il y a beaucoup de choses. On est aux États-Unis, c'est quand même assez ségrégué. Il y a un échiquier coloriste, l'industrie musicale noire, l'industrie musicale blanche. Et puis, à côté de ça, il y a toutes les récupérations politiques qui ont eu lieu autour de lui. Il est quand même passé chez tous les présidents des États-Unis, invité à la Maison Blanche, courtisé par toutes sortes de chapelles. Donc, il y a eu beaucoup de volonté de récupération. Pour les uns, il n'était pas assez noir. Pour les autres, il était trop blanc et vice-versa. Donc, c'est un sujet central. Et un mot sur votre photo de couverture? Donc cette photo de Greg Gorman, en fait, devait être la pochette originale, la photo originale de l'album Bad, avant que soit substitué le loupard qui est tiré du clip vidéo de Sam Emerson. Et en fait, donc elle s'inspire d'un cliché de Edward Station, qui est une photo en fait de l'actrice Gloria Swanson en 1924. Michael aimait beaucoup les photos de cinéma des années 30, il aimait beaucoup tout ce qui était jeu d'éclairage, d'ombre et de lumière. Donc il feuilletait beaucoup de ces livres-là. Et apparemment, donc, avec Greg Gorman, ils ont eu l'idée de cette photo avec le voile plutôt féminin sur le visage, une espèce de côté mystérieux, un peu un close comme ça, un peu angoissant aussi. On peut lui faire dire ce qu'on veut en fait. Il y a une intimité, une proximité, un côté féminin, un côté masculin. Et surtout, au-delà de ça, il y a un aspect artistique. Et c'est pas la première fois ni la dernière fois, il y aura Dangerous, mais il y aura aussi Invincible, dont le cliché au départ était une photographie qui était beaucoup plus artistique, faite par Arnaud Bani, un photographe français, et qui va finalement être rejetée pour mettre l'œil pixelisé. Mais Michael avait en amont toujours des idées très artistiques pour ses pochettes, puis bon, après il y avait un calendrier, il y avait un budget, il y avait des choses, voilà, mais ça vaut de Michael Jackson, il fallait quand même parfois transiger, et donc ça montre là encore une fois un petit peu un aspect culturel et un amour du cinéma qu'il avait aussi effectivement beaucoup. Donc sur ce point-là, cela veut dire que Michael Jackson n'avait pas la totale liberté d'insérer la pochette d'album qu'il aurait souhaité. Je pense qu'il n'avait pas toujours le choix. Il y a parfois des concessions à faire, en tout cas par rapport à la pochette, celle-ci,
Donc ça a été refusé, c'est la maison de disques qui a substitué. Arnaud Bani, je l'avais rencontré pour l'album Invincible. La photo avait été validée, il m'a montré les clichés validés par Michael Jackson. Et au final, le projet s'est retrouvé avec autre chose par-dessus. Donc, à moins que Michael Jackson soit très versatile, mais en réalité, quand on voit finalement le côté plus commercial, efficace de la pochette de Bad ou du cliché d'Invincible, aussi certainement moins lucratif par rapport à ce genre de travail-là, bon, c'est sûr que ça dit autre chose de l'album. Si on imagine aujourd'hui l'album Bad avec cette photo-là, l'album, on a l'impression qu'il ne raconte plus tout à fait la même chose. D'ailleurs, l'album, au départ, en grande partie, avait été enregistré 3% pour la plupart des titres moins rapide que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et si vous passez avec un logiciel les titres qui ont été accélérés à 3% moins rapidement, vous avez une musique qui est beaucoup plus ancrée dans un groove afro-américain et beaucoup moins dance floor et beaucoup moins commercial. Il y a un petit côté beaucoup plus racine noire américaine comme ça. Et je pense que là, pour le coup, cette pochette-là, cette photo-là, ce visuel aurait plus correspondu. C'est difficile de savoir, mais quand on veut croire que Michael Jackson avait absolument tous les pouvoirs sur tout, je pense que c'est un petit peu... voilà. Quand on pense qu'il avait les pouvoirs sur rien, ça allait tout autant. Il aurait fallu pouvoir être au quotidien pour pouvoir tout savoir, mais même dans les contrats, on se perd. Même les gens qui étaient là au moment des signatures des contrats, quand parfois vous les entendez, il n'y en a pas deux qui racontent la même histoire. Pourtant, ils étaient là pour le même contrat, le même jour, mais bon, à croire qu'on se demande parfois, mais c'est très difficile. Encore une fois, c'est l'argent. Dès qu'il y a de l'argent, ça s'obscurcit. Oui, heureusement, la vérité trace son chemin. Bah, la vérité, j'ai envie de dire, c'est un cliché d'un film est ailleurs, mais voilà, elle n'est pas dans l'argent en tout cas. La vérité de Michael Jackson n'est pas là. Voilà, s'il y en a une, elle n'est pas là. Mais c'est bien que vous, à travers votre ouvrage, vous remettez cette photo en une. Du coup, ça permet à toutes les personnes qui apprécient Michael Jackson d'avoir sur cet album au moins une part de vérité. Voilà, mais je remercie surtout Greg Gorman qui m'a autorisé à l'utiliser, et ça c'est vraiment une grande générosité de sa part. Toujours sur ces pochettes d'albums, même s'il a été limité sur certains choix, est-ce qu'en même temps, en parallèle de ça, il avait aussi des exigences? Je pense qu'il y avait des lignes de conduite, des lignes directrices, mais pas des exigences, parce que Michael était quand même quelqu'un de très ouvert. Il avait des idées, il avait des projets, mais il laissait aussi comment dire, la chance au moment, à l'instant, à la personne qui était là. Donc il y avait tout le temps un mélange des deux. En studio, c'est pareil, hein, quand ils me disent laisser la porte ouverte au bon Dieu. On ne fermait pas tout, des fois qu'une idée autre passe, et je pense que voilà, il y a un mélange chez Michael Jackson, et c'est ce qu'il a appris à Motown, un mélange de contrôle, mais en même temps de liberté créatrice. C'est un peu une main de fer dans un gant de velours, mais quand même elle est un peu ouverte cette main de fer, elle laisse aussi les gens s'exprimer, c'est ça qui est intéressant. Ces courts-métrages sont très cinématographiques, d'où lui vient son goût pour le 7e art? Alors je crois que ça doit dater de l'enfance ou de l'adolescence. Il a toujours aimé le cinéma, il avait une collection de films incroyables chez lui, il avait des salles de cinéma chez lui. Il aimait les histoires, il aimait les raconter, on dit que c'était un peu un griot, et il aimait qu'on lui raconte. C'est quelqu'un de très visuel aussi, donc pour lui, tout ce qui se raconte avec les yeux, sa musique, il en a quand même fait, il a réhabilité le visuel au sein d'une musique pop qui était censée être une musique d'écoute. La pop est censée être d'écoute, ni de danse, ni de spectacle. Il a réuni tout ça. Donc son amour pour le cinéma, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il a toujours taraudé, nourri, dès l'adolescence, dès l'enfance. Hein. Je pense que vraiment il y a passé... mais après, je ne sais pas forcément à quel moment c'est entré dans sa vie, par quel biais. Je sais juste que c'était très présent et qu'il passait des nuits entières à regarder des films, des documentaires, des choses. Ça le nourrissait beaucoup. Ouais. L'aspect visuel est-il plus important que l'aspect sonore? C'est complètement identique. Parce que quand comme il le dit, quand il entend des sons, il voit des images. Et quand il voit des choses, il entend des notes. Donc je crois que l'oreille et l'œil chez lui vraiment sont dans une connexion très intense, plus encore que chez la moyenne des personnes habituelles, quoi.
C'est une pensée globale artistique. C'est pour ça qu'il tendait à vouloir aller vers un art total, un peu comme Wagner en son temps et dans d'autres domaines. Mais on ne peut pas dissocier chez lui ce qui est visuel de ce qui est sonore, de la même manière qu'on a du mal à dissocier ce qui est dans la musique, ce qui est instrumental de ce qui est vocal. C'est un tout. Alors justement, nous voyons votre premier ouvrage à l'écran. Vous pouvez en dire un mot aussi? Oui, ce premier ouvrage était vraiment porté exclusivement sur l'album Dangerous, avec cette pochette iconique de Mark Ryden qui a toujours intrigué tout le monde parce que c'est un labyrinthe, c'est un tableau architectural en même temps, voilà, et il y a beaucoup d'indices, il y a beaucoup de symboles, il y a tout un parcours à faire où les enfants peuvent s'amuser autant que les adultes, les fans de Michael comme ceux qui ne le connaissent pas, et on se rend vite compte qu'au-delà des petits symboles qui représentent Michael et qui sont disséminés dans le tableau, on a des références à des œuvres plus ou moins célèbres, artistiques, où on se rend compte qu'il y a des postures, des objets qui en réalité représentent des proverbes comme Bruegel l'Ancien l'avait fait. Donc en fait, dans ce tableau, il y a des références à Jérôme Bosch, à Bruegel l'Ancien, on a Botticelli, on a énormément d'autres artistes. Ils sont disséminés ça et là, mais pas au hasard, avec à chaque fois une place, un sens, un message qui rentre en cohérence avec l'ensemble. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, évidemment, comme pour tous les albums, il y a un dialogue entre la pochette, l'album, et la musique, que ce soit dans la composition sonore, que ce soit aussi dans les messages des chansons ou les titres des chansons. Donc encore plus que n'importe quel autre album, à cause de cette pochette foisonnante, il y a vraiment un petit parcours initiatique à réaliser qui nous emmène au cœur de la pensée de Michael, mais aussi de celle de Mark Ryden, parce qu'en réalité, ils ont quand même un tronc commun de pensée tous les deux. Et Mark Ryden a vraiment bien su ici la mettre en œuvre, la mettre en scène aussi, surtout. C'est vrai, ça qu'elle est mythique. Hein. Oui, elle est mythique et on est à la période de jonction là, dans l'histoire où on a encore les 33 tours. On commence à développer le CD, on a les deux supports en fait. Et c'est vrai que cette pochette-là, il fallait qu'elle sorte encore sur un 33 tours. Sur un CD, franchement. Déjà sur le 33 tours, j'ai vu le tableau original quand on a fait l'exposition de Gaulle au Grand Palais. Déjà là, par rapport au tableau original qui fait 1 mètre sur 1 mètre, le 33 tours, il est un peu tronqué. Mais alors sur un CD, franchement, voilà. Donc je pense que s'il y avait encore une œuvre qui devait absolument passer sur un 33 tours, c'était celle-là. Ouais. Que ce soit ses chansons, ses clips vidéo, ses chorégraphies ou ses styles vestimentaires, Michael Jackson souhaitait briser les codes. Est-ce l'une de ses plus belles réussites? Oui, je pense qu'il y a un avant et un après. Il a voulu briser les codes, il a voulu briser un petit peu, enfin en tout cas briser, mais surtout réunir dans son public, montrer aux gens que c'était possible, d'assister à ces spectacles comme à une espèce de communion. Les gens en sortaient, ils avaient l'impression d'avoir vécu un changement, ils repartaient avec une autre énergie. Voilà, il y avait vraiment quelque chose qui se passait au-delà du spectacle. Et je crois qu'il y est vraiment parvenu et qu'il continue à le parvenir. Évidemment, l'humain étant ce qu'il est, les clivages, on a eu beau avoir Barack Obama à la présidence, on sait bien que tout n'est pas réglé et loin de là, mais Michael Jackson a quand même apporté une pierre d'angle, une pierre angulaire à l'édifice, qui fait qu'il y a un avant et un après, et qu'on peut imaginer, on peut considérer qu'il a montré une voie, il a ouvert une voie. Peut-être qu'il n'a pas été aussi loin qu'il a pu, en tout cas il a été aussi loin que sa vie lui a permis de le faire, mais je pense qu'il y a moyen de reprendre cet héritage, cet éclairage et de continuer un bout de chemin pour lui, avec lui, voilà. Alors, être capable de transporter le public dans son univers, grâce à des chansons devenues mythiques, des mélodies reconnaissables, des courts-métrages dignes des plus grandes productions cinématographiques et des pas de danse devenus universels, est-ce cela la définition d'un vrai artiste ? Probablement oui. Je pense que l'artiste est celui qui apporte de l'espoir, qui apporte de la lumière, qui au-delà de sa propre personne donne de la joie et montre qu'il est possible de créer quelque chose dans ce bas monde et que tout n'est pas déterminé à l'avance et que la vie n'est pas qu'un long chemin à subir. Donc au-delà de la signature et des moyens qu'il a employés et puis de cette mémoire qu'il transporte ou qu'on transporte encore aujourd'hui de lui,
Il est quelqu'un effectivement qui a apporté de la lumière, de l'espoir, de la foi. Il a de son vivant. Et encore aujourd'hui, je connais des gens qui me disent qu'ils se lèvent le matin grâce à sa musique, parce qu'ils ont lu un livre sur lui, tout d'un coup ont retrouvé l'espoir, ou le chemin de la guérison, c'est incroyable. Mais voilà, pour moi c'est ça un artiste. C'est quelqu'un, on a tendance parfois à dire oui mais l'artiste, ça sert à rien. Ben si, ça sert à tout, parce que si on n'a pas les artistes, on est une civilisation, on est un monde mort. Qu'est-ce qu'un monde sans artistes? Et Michael Jackson, je crois que c'est vraiment l'artiste par excellence. Il l'a prouvé par l'aura qu'il a su développer et qui continue de vivre aujourd'hui. C'est vrai. Et une chanson qui me parle quand vous parlez de ces témoignages, c'est Keep the Faith, garde la foi. Oui. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'exemples, on va dire entre guillemets, de miracles sur cette chanson. Et ça montre bien qu'il y a une présence de Michael Jackson, même en étant absent, qui agit sur les âmes, sur nous, et c'est... Il y a une énergie. On n'est qu'énergie, paraît-il. J'ose penser qu'il a une énergie supplémentaire, en tout cas un élan d'énergie tenace, qui passe au-delà des ondes, vraiment de connexion d'esprit à esprit, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas et qu'on n'explique pas aujourd'hui, et je ne serai pas là pour les expliquer, mais il y a de l'ordre du mystère dans tout ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est vrai, que voilà, Michael Jackson a vraiment un impact sur la vie des gens. C'est pas juste un accompagnant, c'est quelqu'un qui vit avec vous, qui vous aide à vivre aussi. Et je crois que c'est la plus belle mission qu'on puisse avoir quand on est un artiste comme lui. Et voilà, quand on a le parcours qu'il a eu et qu'on vient de là où il vient, je trouve que c'est un bel exemple. Encore une fois, comme il y en a quelques autres dans l'histoire, pour faire des grandes choses. C'est vrai que autour de certaines chansons de Michael Jackson, il y a des sortes de miracles qui existent, qui sont racontés par les personnes qui l'ont vécu. Et il y a comme ça autour de Keep the Faith une anecdote qui a été rapportée par son technicien de studio, son ingénieur du son, Brad Sundberg, qui un jour qui fait des séminaires pour faire écouter le travail de Michael Jackson en studio. Il fait des séminaires dans le monde, et qui un jour a fait son séminaire en Russie et avait à côté de lui donc une traductrice qui expliquait au public, qui traduisait ce qu'il racontait. Et donc à un moment donné de son séminaire, il passe cette chanson pour faire entendre, parce qu'il y a eu des choses particulières en studio qui ont été faites. Et au moment où il passe cette chanson, tout d'un coup, sa voisine, donc la traductrice, se met à pleurer, se lève et s'en va. Et donc il ne s'attend pas à ça, il ne comprend pas ce qui se passe. Donc il laisse aller la chanson, et puis bon, quand la chanson se termine, il dit au public on va faire une pause. Et il va voir derrière, effectivement, il retrouve la traductrice russe en pleurs derrière. Et il demande ce qui se passe, il demande si elle fait malaise ou quoi. Donc non, elle lui explique, elle dit mais il faut vraiment que je vous dise, cette chanson là que vous venez de passer, donc c'est Michael Jackson. Alors il dit oui. Alors elle lui raconte que lorsqu'elle avait 13 ans, elle vivait donc dans une province, alors je ne sais plus si c'est l'Ukraine ou en tout cas voilà, avec ses parents qui étaient très pauvres, et elle se culpabilisait énormément du manque de moyens de ses parents. Elle avait l'impression d'être une charge pour eux. Elle se demandait tout le temps ce qu'elle pourrait faire pour leur faciliter la vie. Et à un moment donné, elle a imaginé de se supprimer. Et donc ce jour-là, elle a décidé de faire couler un bain. Et voilà, de faire ce qu'on fait dans ces cas-là. Et elle a raconté qu'au moment où elle s'est mise dans l'eau chaude et qu'elle s'apprêtait donc à faire ce geste, sa maman était dans la cuisine, pas très loin derrière, voilà, et il y avait le poste radio qui tournait. Et tout à coup, elle a entendu cette chanson. Et elle explique qu'elle ne connaissait pas Michael Jackson, elle ne savait pas du tout qui c'était, en plus dans les pays de l'Est, voilà, à ce moment-là, c'était... Elle a entendu cette chanson, et en entendant la voix, elle ne comprenait pas l'anglais, mais pas du tout. En entendant la voix, la détermination, la répétition, l'espèce d'énergie qu'il y avait dans cette chanson, voilà, tout d'un coup elle s'est dit je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Et elle a tout arrêté. Et donc là, elle a compris que le jour-là, que c'était Michael Jackson qui chantait. Et ce qu'a pas compris Brad Sundberg,
il lui a dit, mais vous étiez dans quel pays? Donc en 91, 92 ou quelque chose comme ça. Il dit, mais la chanson n'est jamais sortie en radio, dans aucun pays, et encore certainement pas dans les pays de l'Est. Donc par quel moyen est-ce qu'à ce moment précis, cette chanson est passée sur des ondes d'un pays comme celui-là, au moment où cette jeune fille allait faire ça, qui ne connaissait pas Michael Jackson et qui comprenait encore moins ce qu'il disait, et que cette chanson lui a inspiré d'arrêter ce geste-là. Voilà. Et c'est une chanson, quand Michael a enregistré, il a beaucoup souffert, parce qu'il n'arrivait pas. Il y avait un blocage au niveau de la tessiture vocale. C'était un moment où effectivement sa voix avait un tout petit peu baissé, et entre le moment où ça avait été écrit en démo et le moment de l'enregistrer, ça passait pas. Et Bruce disait qu'il a beaucoup pleuré. Parce que ça passait pas, et il a été obligé de le convaincre en disant, écoute, maintenant tu reviendras demain soir, tu te reposes, demain soir on l'a fait en une fois, tu verras, on va la faire, etc., ça va passer. Et Michael était vraiment dans tous ses états, et effectivement le lendemain il est revenu, ils ont passé la nuit, mais il lui a fait sortir cette chanson, il l'a baissé un tout petit peu, et il lui a fait, donc c'est pour ça que dans cette chanson il y a cette volonté, cette niaque d'y arriver, voilà, c'est keep the faith, garde la foi, tu vas y arriver, on va franchir la montagne ensemble, te laisse pas abattre. En fait c'est ça qu'il raconte dans cette chanson, et il le dit parce que justement en plus il avait tellement de mal à l'enregistrer, avec tellement de conviction. Et le truc est que voilà, ça a dû se sentir, au-delà du fait que ça passe dans cette radio là complètement obscure à ce moment-là. Cette jeune fille a entendu le message de Michael qui disait, non mais on va s'en sortir, on va y arriver. C'est juste incroyable. C'est voilà, des miracles comme ça, il y en a plein. Celui-là est vraiment choquant parce qu'en plus, comment cette jeune fille, le chemin de vie qu'elle a eu pour se retrouver à un moment donné interprète russe de l'ingénieur, enfin du bras droit, du deuxième bras droit de Michael Jackson sur ce séminaire, et se retrouver à écouter cette chanson, là aussi il y aurait certainement beaucoup à dire sur les synchronicités et sur les chemins de vie, mais il y a quand même des choses parfois qui dépassent l'entendement et qui relèvent du mystère, de la magie, et à tous les niveaux. Ah bah merci pour ce très beau cadeau, ce super beau témoignage. Qui j'espère fera chaud au cœur aux personnes qui l'entendront. Oui. Parce que c'est vrai que là, on passe sur un autre aspect, c'est la dimension spirituelle. Oui. Et Michael Jackson, c'est aussi ça. Et c'est ça en fait sa plus belle réussite, c'est cela, c'est sauver les gens d'un quotidien. Oui. Et c'est beaucoup plus que nous donner du bonheur, c'est apaiser nos cœurs et nos âmes. Oui. C'est très beau en fait d'entendre ça. Oui. C'est très beau, et je pense que c'est tellement sincère que sa maîtresse d'école, d'ailleurs on peut retrouver le dessin aujourd'hui en ligne, sa maîtresse d'école avait un jour dit, quand il avait, je sais plus, 5-6 ans, il avait dû faire un dessin, ou peut-être un peu plus parce qu'il avait écrit dessus, peut-être 8-9 ans. Et elle avait demandé de faire un dessin avec un vœu pour Noël, et il avait dessiné un soldat avec des bombes, et il avait marqué je stoppe de boire, on arrête la guerre. Et il avait marqué sur un papier aussi à sa maîtresse, quand je serai grand, je serai chanteur, et je veux vivre dans un château, et je veux qu'il y ait la paix dans le monde. Donc tout petit déjà, il y avait vraiment cette idée-là. C'était pas juste je veux être riche et gagner de l'argent, être beau, c'était je veux qu'il y ait la paix dans le monde, je veux qu'on arrête la guerre. Il a grandi à l'époque des droits civiques, il avait des souvenirs de l'assassinat de Martin Luther King, il avait des souvenirs de l'impact que ça avait eu, voilà, de la violence qu'il y avait dans les quartiers à Gary. Et donc je crois que vraiment c'est quelqu'un vraiment d'hypersensible au sens qu'on lui donne aujourd'hui, qui voulait vraiment faire quelque chose pour ce monde-là, et qui a eu peut-être cette espèce de pouvoir, cette possibilité de transmettre quelque chose. Pour faire l'interview, quel message souhaitez-vous adresser à Michael Jackson? Puisque nous savons très bien que les âmes communiquent entre elles. Mon message est toujours le même depuis le début, depuis que j'écris sur lui et que j'ai fait des recherches sur lui. Moi, c'est merci. Mon message, c'est vraiment un remerciement parce que il a tellement donné. Je me suis rendu compte, pas toujours sur le coup, mais vraiment aussi parfois après coup, que sa mission est passée avant lui. Et il a donné pour moi, il a donné pour les autres. Il a été d'une immense générosité, et que moi, comme beaucoup, j'ai pas pris forcément toujours la mesure, j'ai pas forcément toujours pris le temps, j'ai pas pris forcément le temps, alors j'ai pas eu forcément non plus l'occasion, mais quand j'aurais peut-être pu l'avoir, Michael Jackson, on le verra un jour, mais voilà, un jour c'est passé, c'est trop tard, et parfois j'aurais pu
faire des détours pour aller le voir, mais je me suis dit non, mais voilà. Donc, si vous voulez, je suis passée parfois à côté de choses où j'aurais pu simplement être là pour le voir, pour même sans lui parler, lui transmettre un merci, parce que je sens que c'est quelqu'un qui était vraiment totalement honnête, sincère, entier, et que on l'a trop vu sous l'angle des paillettes, des écrans, du factice. Et on est vraiment passé à côté de quelque chose. Donc moi, pour ça, je voudrais lui dire merci, peut-être aussi un pardon, parce que je fais partie aussi de ces gens qui n'ont pas toujours bien pris la mesure. Et donc aujourd'hui, j'essaie de faire avec ce que je suis, avec ce que j'en comprends, pour compenser un peu et peut-être lui apporter cette réponse, enfin ce mot quoi, que je n'ai pas pu lui donner. Mais étant une personne bienveillante, je suis sûre que là où il est, il apprécie cette bienveillance. Écoutez, je sais pas, j'espère. En tout cas, c'est vrai que parfois il y a des choses qui se passent, des aides qu'on n'attend pas, des portes qui s'ouvrent et souvent je me dis c'est trop énorme, il y a peut-être quelqu'un derrière qui veut bien que ça se passe comme ça. Donc en restant humble, je ne sais pas, mais je veux bien y croire. Merci chère Isabelle Petitjean-Stegner pour cette très belle interview. Merci à vous surtout pour vos questions, c'était un vrai moment de plaisir et très touchant de parler de Michael avec vous, ça fait du bien. Alors, au plaisir de vous retrouver prochainement sur Sport & People News. En attendant, portez-vous bien et vivez d'agréables fêtes de fin d'année. Merci vous également, à bientôt.